J'invite donc Madame Nathalie Goulet à venir présenter son travail. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Je suis très contente d'être là. Je suis la seule de mon espèce avec ma collègue de la Knesset. Et la radicalisation va plus vite que le législateur. La radicalisation a pris le législateur de court. Et j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais quand même essayer de vous dresser une situation de la France. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai lu en juin 2014, vous allez me dire, ça fait déjà longtemps, mais quand même, un livre d'un journaliste extraordinaire qui s'appelle David Thompson et que je vous recommande, qui s'appelle « Les djihadistes français ». Et lorsqu'on a vu le parcours de ces jeunes Français qui allaient se battre en Irak, en Syrie, je me suis dit qu'on n'avait pas les outils juridiques pour faire face à cette menace. Et donc j'ai demandé une commission d'enquête. On était en juin 2014, on était donc 6 mois avant Charlie. Voilà. Et donc on a commencé à travailler au Sénat avant Charlie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'été a été meurtrier avec toutes les décapitations que vous avez vues et que vous connaissez. Notre compatriote Gourdel qui s'est fait assassiner en Algérie. Bref, le débat s'est enflammé autour de cette radicalisation et des jeunes Français de plus en plus nombreux qui se radicalisaient, et notamment des gens qui se convertissent, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 13 000 jeunes Français en voie de radicalisation, dont 40% sont convertis. Et on sait très bien, vous et moi, que la conversion, c'est un sujet extrêmement important. C'est une rupture qui est plus qu'une rupture sociétale. La conversion, c'est quand même renier son père, renier sa mère. C'est fort de se convertir pour aller combattre. Donc voilà la situation. Ça veut dire que le gouvernement français a fait, comme il fait souvent, mais là, il a fait avec ce qu'il avait. La Mivilude, qui est la mission contre les sectes, il a fait avec le comité de prévention de la radicalisation, le comité de prévention de la délinquance, auquel on a rajouté la radicalisation, comme si en rajoutant un mot, on allait régler le problème. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et puis, on a utilisé le milieu associatif. Ça veut dire que 2 ans après, on a un tableau de la lutte contre la radicalisation qui est en fait un tableau complètement éparpillé. On a une espèce d'armée mexicaine, on n'a pas de programme, on n'a pas une unité de travail et on n'a pas d'évaluation. C'est-à-dire qu'on est absolument incapable, comme on n'a pas un programme. Si vous voulez, les associations qui prennent en charge les jeunes qui se radicalisent sont dans chaque région française. Bon. Elles ont chacune leur programme, chacune leur composition. Parfois, il y a des psychiatres, parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des imams, des rabbins et des prêtres, parfois, il n'y en a pas. Et comment voulez-vous faire des évaluations de programme, des évaluations de l'effet du programme sur des jeunes gens, si vous n'avez pas une grille d'évaluation et un programme commun ? Donc je vais déposer une proposition de loi pour essayer d'améliorer les choses, mais pour l'instant ça n'avance pas. Et donc on n'a pas un véritable outil de lutte contre la radicalisation aujourd'hui qui fonctionne dans ce pays. Clair, on n'en a pas. On a des expériences, celle de Bordeaux, je vous la recommande, ça s'appelle le Capri, ça fonctionne très bien. On a des villes et des départements et des collectivités qui s'organisent, mais tout ça est sur un mode artisanal et n'a rien à voir avec une lutte organisée contre la radicalisation, puisque quand j'ai commencé en juin 2014 à travailler sur le sujet, il y avait 2000 jeunes gens et jeunes femmes en voie de radicalisation. On a ouvert cette ligne de signalement à l'UCLAT, l'unité centrale de lutte antiterroriste, un numéro qui s'appelle le SOS djihadiste. Juin 2014, 2000 jeunes gens et jeunes femmes signalés comme radicalisés. Janvier 2017, 13 600. Vous allez me dire, ça ne marche pas. Et non, ça ne marche pas. Donc tous les conseils sont les bienvenus. Le premier mot en la matière, c'est la modestie. C'est la modestie. Parce que si quelqu'un a une solution ici, je vous en prie, prenez la parole. Parce que nous, on n'en a pas. On n'en a pas parce que le problème qui se pose est un problème de rupture du lien citoyen chez nous. Ce n'est pas seulement un problème de volonté de combattre, c'est une rupture complète avec le pays qui a vu naître ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui sont des citoyens français. Et tout à l'heure, notre collègue qui a pris la parole pour présenter son travail sur le monde virtuel, le problème,
c'est qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, il n'y a aucune différence entre le monde réel et le monde virtuel. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas pour eux faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Comment voulez-vous que le législateur arrive à faire quelque chose? On a toujours un temps de retard. Alors évidemment, on a pris des mesures sur une loi sur le renseignement, on a renforcé un certain nombre de choses, mais la rupture du lien citoyen, on ne va pas le récupérer comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure d'idéologie, mais quelle idéologie on a à proposer à ces jeunes aujourd'hui? Quelle exemplarité de la vie politique on peut leur offrir? Vous pouvez me dire? C'est pas tellement tentant, c'est pas tellement formidable. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on leur redonne la foi dans la... Non, mais c'est la situation. Comment vous voulez qu'on leur redonne aujourd'hui l'envie d'être citoyen de ce pays? Moi, je veux bien. Et je suis au milieu du problème. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'assumer un mandat politique. C'est difficile. Alors peut-être pas à Nice, mais je peux vous dire qu'ailleurs, c'est quand même pas très simple. Alors, sur ces sujets-là, il se passe quoi aujourd'hui? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir des groupes de travail. Alors, je fais un grand écart extraordinaire parce qu'il y a 48 heures, j'étais avec une délégation d'Arabie Saoudite qui travaille sur la technologie. Alors, évidemment, ils espionnent Twitter, Facebook, etc. Ils n'ont pas de problème. Eux, ils n'ont pas la Commission nationale informatique et liberté. D'ailleurs, en Israël non plus. Ça aide. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vous pose la question. J'ai déposé aujourd'hui une proposition de loi contre les fake news, parce qu'on en a parlé il y a 2 minutes des fake news. Bon. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on règle ce type de problème? Donc, la lutte contre la radicalisation aujourd'hui, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on arrête de diviser la société française telle qu'elle est, qu'on mette le respect de la différence au cœur de nos dispositifs, le respect. Il y a 4-5 millions de musulmans, peut-être 6 en France, qui sont des citoyens français de confession musulmane. Ils ont leur place dans la République. On a un bloc de l'égalité. L'égalité, la fraternité, la laïcité. On a suffisamment de lois aujourd'hui à faire respecter pour ne pas avoir le type de problème qui joue sur les extrêmes. Je suis ravie si je vous fais rire, je suis absolument enchantée. Vous m'expliquerez pourquoi après. Et donc, ce que je voulais vous dire en commençant, avant qu'on avance plus loin, c'est que le monde virtuel d'aujourd'hui nécessite une prise de conscience. Je suis très, très pessimiste sur la situation de la France aujourd'hui. Je suis extrêmement pessimiste. Pour y travailler au quotidien, je suis extrêmement pessimiste sur notre capacité de créer du lien social aujourd'hui, de recréer du lien de confiance entre les communautés. On est dans un pays totalement écorché, et je pèse mes mots, Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que vis-à-vis du monde virtuel et Madame Alava, qui a parlé tout à l'heure, a plusieurs reprises cité un certain nombre de choses. Je crois qu'aujourd'hui, les fournisseurs d'accès Internet ont bien compris leur rôle de vecteur de catastrophe. Bon, la radicalisation, elle ne se fait pas dans les mosquées, c'est déjà trop tard. La radicalisation, elle se fait en dehors des mosquées. Il faut bien le comprendre, ça. Bon. Tant qu'on n'aura pas en France un islam organisé. Moi, vous savez, j'ai fait une étude sur l'islam, j'ai une mission d'information. Mon temps va être bouffé dans 2 minutes, c'est ça? D'accord. Une mission d'information sur l'islam. Je vous la résume en 3 points. Je suis allée voir un certain nombre de responsables à l'étranger. On m'a dit, vous avez combien de musulmans en France? 4, 5, 6. Vous avez pas... Ben non, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Ah bon? Bah. Combien vous avez de mosquées? 2300, 2400, 2500. Ah bon, vous savez pas combien vous avez de mosquées? Ben non, parce qu'il y a des salles de prière dans les caves, parce qu'il y en a ici, il y en a là, parce qu'on sait pas qui que quoi. Ah bon? Et qui vous forme les imams? Ah ben alors ça, on sait pas du tout. Et ce grand responsable aux Émirats m'a dit, alors on va tout reprendre à zéro, il faut avoir un islam de France avec des imams formés en France. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tant qu'on aura 314 imams qui viennent d'Algérie, de Maroc et de Turquie, le Golfe, c'est totalement subsidiaire. On a un islam de France aujourd'hui avec des imams qui sont formés en Turquie, au Maroc et en Algérie.
Et comme ça suffisait pas, on fait former les jeunes de France au Maroc, qui est un pays du juste milieu, comme chacun sait, qui a quand même élu récemment un gouvernement islamique. Hein. Bon, moi je veux bien que le roi nous paye nos formations d'imam, c'est un peu humiliant pour la France, mais enfin, on doit lui faire une ristourne sur les avions, parce que je vois pas comment on s'en sort autrement. Donc, je veux dire, on marche sur la tête. On marche, je vous le dis tout net, on marche sur la tête. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, c'est pas la peine de commencer à chercher midi à 14h, on ne s'en sortira pas, on est comme Monsieur Pivert dans Rajbi Jacob, dans un espèce de chewing-gum dont on ne peut pas sortir. Et si on n'a pas ce discours de vérité, et si on n'arrive pas à s'organiser, et si on n'arrive pas à faire travailler les communautés ensemble, on se prévoit des jours extrêmement difficiles. Donc tous les conseils sont bienvenus. La vidéosurveillance, les caméras par-ci, etc. Oui, d'accord, mais de toute façon, la CNIL interdit de croiser les fichiers. Donc vous avez un fichier avec les noms, plus ou moins bien orthographiés, puis l'autre fichier avec les photos. Elle m'expliquait comment on va les croiser, mais la CNIL ne veut pas qu'on croise les fichiers. Bon, par exemple, mais des exemples comme ça, je pourrais vous en donner pendant 2 heures. Donc moi, le verdict de tout ça, c'est modestie, travail de terrain, travail d'idéologie pour avoir quelque chose à proposer à ces jeunes qui sont complètement en rupture de liens citoyens. Et puis un travail aussi des médias. Vous savez qu'aujourd'hui, alors Madame a dit 7 minutes pour le retrait des contenus illicites. Twitter, Facebook et autres mettre 15 minutes maintenant pour retirer depuis le Bataclan les contenus illicites. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite pour les traducteurs. Tant pis, c'est trop tard. Je pourrais vous la refaire après. Et je voudrais vous donner un dernier élément qui me semble... J'ai fini. Qui me semble vraiment important. Mais en même temps, j'arrive de Paris juste pour vous, hein, donc j'ai un petit bonus. Il y a quelque chose qui est très intéressant, et je demande à nos amis israéliens de bien réfléchir à ce sujet-là. Le Danemark vient de nommer un ambassadeur auprès du GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Est-ce que vous vous rendez compte de la modification psychologique et intellectuelle de nommer un ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter un pays, auprès d'une structure privée, le GAFA, qui est le prototype de structure apatride. Pas de frontières fiscales, pas de frontières pénales, pas de frontières du tout, puisque vous voyez bien qu'on ne peut pas les arrêter. Donc voilà vers quoi on se dirige. Et moi, je pense que l'avenir, il est au contrôle et à la négociation, à un guide de bonne conduite avec tous ces fournisseurs d'accès qui contribuent à cette radicalisation. Je suis très, très pessimiste, parce que je ne vois pas ce que les élections françaises vont apporter aujourd'hui d'apaisement, compte tenu de la médiocrité globale du débat, je vous le dis comme je le pense. Et franchement... ce qu'il faut faire, c'est du travail de terrain, donc vous allez nous donner vos expériences et nous allons les écouter, mais il faut revoir complètement nos paramètres de fonctionnement au regard d'un monde qui nous échappe complètement pour beaucoup d'entre nous. Et je terminerai par là. Vous allez demander aux parlementaires de prendre des lois sur le renseignement. Vous allez demander aux parlementaires de réguler l'Internet, alors que la moitié d'entre eux ne sont pas foutus et pas capables de faire marcher leur téléphone portable. Je vous souhaite une bonne après-midi.